Aujourd'hui, c'est avec grande joie que je viens partager ce podcast avec une belle sorcière, Aurélie ou Luna, qui vient nous parler de la théorie de l'attachement. Je l'ai connue en Normandie lors d'un stage et puis tout de suite, il y a eu une belle connexion qui s'est faite et c'est pour ça que par la suite, elle est venue vers moi pour l'accompagner dans son cheminement entrepreneurial et aujourd'hui, c'est à mon tour de lui demander de venir partager ses connaissances autour du bouillon. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. C'est un autre bel épisode de podcast Sorcellerie Blanche où je viens accompagner. J'aime toujours ça, venir accompagner. Pourquoi est-ce que j'invite des gens, des belles sorcières? Je les appelle des sorcières, évidemment, parce que c'est Sorcellerie Blanche. Pourquoi j'invite ces belles femmes médecines à venir partager leur point de vue dans ce podcast? C'est vraiment parce que je trouve qu'on a tellement chacune une expérience de vie, puis on a tout quelque chose à apporter et ça ouvre des portes. Puis aujourd'hui, c'est le tour de Luna de venir se joindre à moi. J'ai connu Luna en Normandie l'été passé, puis pour moi, c'est un coup de cœur. Parce qu'elle était mystérieuse. Et moi, j'aime ça, les gens mystérieux. Comment tu vas, ma belle Luna? Moi, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Oui. Dis-moi, pourquoi Luna? Eh bien, figure-toi que Luna est apparue justement en Normandie. Ah oui? Parce que... oui, c'est vrai. Et c'est même toi qui me l'as révélé. Parce que j'ai toujours eu des difficultés à me reconnaître pleinement dans le prénom que j'ai eu à ma naissance. Oui. Et plus j'avançais dans la découverte de moi-même, et plus il devenait difficile de me présenter en tant qu'Aurélie, qui est mon nom de naissance. Oui, oui. Et j'avais vraiment du mal à trouver l'appellation qui me faisait le plus vibrer. Et en discutant avec toi, c'est Luna qui est apparue. Et comment tu le sens? Ouais, comment tu le sens? J'aime bien, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est pas tout le temps. Et c'est pas dans toutes les circonstances. Oui. Donc, au niveau professionnel, quand j'accompagne des thérapeutes autour de leur posture, Luna, c'est très bien, ça me va très bien. Oui. Quand j'écris des histoires aussi. Et parfois, avec la famille, avec des amis ou dans d'autres domaines professionnels, Aurélie, ça arrive bien. Et parfois, c'est les deux. Parfois, c'est Aurélie Luna. J'aime ça. Puis cette porte-là que tu ouvres, c'est vraiment de dire on n'est pas toujours obligé de choisir qu'une seule chose. On peut être tout. Puis du moment où on se permet cette liberté d'être un jour Aurélie, l'autre jour Luna, et des fois les deux. Un jour, je suis heureuse, l'autre jour, je suis fâchée, ou je suis en dépression, mais je suis aussi joyeuse. Ça libère tellement. Oui. Ça libère et je trouve que ça nous amène aussi à être plus en conscience avec nous-mêmes et à savoir aujourd'hui, maintenant, là, dans ce moment présent, je suis plutôt qui? Je préfère plutôt me présenter sous quelle appellation? Sous quelle vibration? J'aime ça. Oui, parce que le nom, devrait être des vibrations, en fait. Moi, quand je fais des retraites, quand je suis allée justement en France, j'avais donné la retraite, puis je leur avais demandé qu'elle se nomme, qu'elle se présente avec un nom, celle qui. Et donc, elle devait terminer la phrase. Celle qui, par exemple, apporte clarté, celle qui console, celle qui... beaucoup plus que le prénom, parce que moi, les prénoms, des fois, j'oublie. Mais celle qui
touche quelqu'un. Et si tu avais, toi, aujourd'hui, à donner quelque chose, ce serait quoi? Celle qui quoi? Je serais, je pense, celle qui chemine. J'aime ça. J'adore. Ceux et celles qui vont nous écouter, vous penserez au nom que vous donneriez aujourd'hui, parce que ça peut changer, hein, aujourd'hui. Et Luna, qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? 2 choses qui te passionnent, qui te font vibrer? Alors, ce qui me passionne vraiment, et là j'en rediscutais il n'y a pas longtemps, c'est l'humain, le fonctionnement de l'être humain. Je trouve ça tellement passionnant. Et puis le soleil. Alors probablement dû à la période de l'année. Mais alors, je suis fascinée, par le soleil et la chaleur du soleil en ce moment. Ouais. Et tu vois, j'ai réalisé il y a pas longtemps, parce que j'étais en manque de soleil, donc je suis restée au soleil longtemps. Tellement longtemps que j'ai eu des coups de soleil. Et ça m'a fait cheminer, n'est-ce pas, sur quand on souhaite quelque chose de bon, parce qu'on en a manqué, ou juste parce qu'on le souhaite, et qu'on n'arrive pas à trouver la limite et s'arrêter. Oui. Tu vois, et que le bon devient blessant. Oui. Et finalement, c'est pas le bon en soi qui est blessant, c'est la manière dont on l'utilise, ou dont on ne sait pas mettre nos propres limites par rapport à ça. Tout à fait. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Puis je l'ai expérimenté la semaine passée. On était à la mer, puis il faisait tellement chaud. La mer, c'est bon, c'est bon. Et j'étais avec mes 2 enfants jusqu'à ce que je vois que justement la mer s'est un petit peu déchaînée, a emporté des gens. Il y a 6 personnes qui ont failli se noyer. Donc le bon peut dans un instant se transformer, comme tu dis, comme étant presque dangereux. Hein? Tu sais, le coup de soleil, le soleil, il est bon, mais ça peut. Donc, c'est de trouver cette balance dans la vie, hein, dans les relations, dans la nature. Et j'insiste un petit peu, à mon sens, c'est ni la mer ni le soleil qui sont à un moment donné bons ou pas bons, mais c'est la manière dont on les aborde. Ouais, exactement. Et c'est d'autant plus important pour moi, du coup, de mieux me connaître et de mieux amener les gens à se connaître, parce que c'est quand on se connaît que finalement on peut utiliser tout ce qui nous arrive dans la vie pour que ça soit bon pour nous. Oui, changer la perspective aussi. Aujourd'hui, avec toi, Luna, on vient parler de quelque chose. Moi, j'ai eu l'honneur de t'accompagner dans ta transition comme entrepreneur. Puis, tu me parlais justement de tes connaissances, tes outils, les trucs qui te faisaient vibrer. Et j'ai complètement accroché quand tu m'as parlé de la théorie de l'attachement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on ouvre la porte, que tu nous en parles, parce que je trouve que c'est un outil fantastique. J'aime beaucoup aussi, toi tu t'en sers beaucoup dans tes accompagnements et tout ça, et je trouve que ça pourrait donner des clés aux sorcières qui nous écoutent. Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Qu'est-ce que c'est, en premier lieu, la théorie de l'attachement? Oui. Alors, en tout premier lieu, la théorie de l'attachement, c'est un concept en psychologie. C'est-à-dire que c'est arrivé après-guerre, et c'était un monsieur qui s'appelle John Bowlby, qui était psychiatre, et qui s'est intéressé au comportement des enfants qui avaient été qui avaient été donc en Angleterre, qui avaient été amenés à la campagne, donc loin de leurs parents, pour leur sécurité quand Londres était bombardée. Et ils se sont rendus compte que ces enfants qui rentraient ensuite à la maison, au niveau social, ça allait pas trop. Et donc il a fait des études pour savoir pourquoi, et il a découvert que la relation que nous construisions dans la toute petite enfance avec les gens qui s'occupaient de nous influençait finalement tout le reste de notre vie. Et pour faire très simple, la théorie de l'attachement dit que un bébé s'attache à la personne qui s'occupe le plus de lui dans la première année de sa vie, notamment la nuit, et que cette personne va devenir ce qu'on appelle la figure d'attachement principale, donc le point de référence finalement dans nos relations et dans la manière dont on aborde le monde. Et ça, indépendamment de la qualité de la relation qu'on a avec cette personne. Donc cette personne, voilà. C'est-à-dire que si cette personne a des grandes capacités pour comprendre les bébés, c'est tant mieux. Et si cette personne n'a pas du tout de capacité pour comprendre les bébés, fait de son mieux, parce qu'on fait toujours de son mieux, mais ne répond pas aux besoins de l'enfant, ce sera quand même la figure d'attachement principale, et ce sera quand même le point de référence pour le reste de l'existence.
C'est tellement, tellement... j'ai la chair de poule quand je t'écoute parce que, évidemment, moi, je le mets avec mon histoire à moi, hein, toujours. Ça me permet de comprendre les choses. En fait, c'est les téléchargements qu'on fait, les programmations qu'on peut avoir face à, par exemple, la tendresse, la patience, les choses comme ça. Tout à fait. Alors, je mets un tout petit bémol parce qu'en général, là, ça fait un peu paniquer quand je dis ça, mais toute notre vie, nous avons des nouvelles expériences et toute notre vie, nous avons quand même la possibilité de modifier un peu ces programmes. Oui. C'est pas gravé dans le marbre. Hein. Oui. Mais disons que plus le stress arrive ou plus il y a de la fatigue et plus on va revenir à ces anciens modes de fonctionnement et de pensée. Ça fait tellement de sens pour moi. Wow. Donc, par exemple, si un bébé a une figure d'attachement qui ne supporte pas les pleurs, c'est rapidement un enfant qui va apprendre qu'il faut pas pleurer pour demander de l'aide. Donc, soit c'est un enfant qui va trouver une autre manière de demander de l'aide, soit c'est un enfant qui va pas demander de l'aide. Et ça va faire des adultes qui fonctionnent de la même manière. Donc, par exemple, toutes les personnes qui ont du mal à demander de l'aide, ça peut être des personnes qui, dans leur toute petite enfance, et donc ne s'en rappellent pas, n'ont pas reçu l'aide dont ils avaient besoin. Et ce qui est difficile, c'est que un bébé, il a des besoins qui doivent être immédiatement comblés parce que son cerveau fonctionne en tout ou rien. Comme il n'a pas l'expérience du temps qui passe, par exemple, et que son cerveau n'a pas d'expérience sur, par exemple, un mal de ventre, c'est la faim et il va pas en mourir. Eh ben, mal de ventre, ça va durer toute ma vie et je vais être toute ma vie comme ça et donc c'est horrible. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les bébés ne peuvent pas attendre. J'entends les bébés de quelques mois, hein, ne peuvent pas attendre. On peut pas leur dire, écoute, là, moi, je suis occupée, j'arrive dans 5 minutes. Ouais. Et donc, c'est des expériences de vie qui se gravent vraiment profondément au niveau du cerveau et au niveau corporel. Parce que comme l'enfant n'a pas le langage, la mémoire se fixe au niveau du corps. Tout à fait. Là, j'ai une question. Pourquoi est-ce que toi, ça t'a peut-être changé ta vie, cette théorie? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'œuvrer en utilisant cet outil? Qu'est-ce que dans ta vie à toi, là? Pourquoi ça t'a touché l'âme? Alors, comme souvent, je trouve que les parcours de vie, on les comprend une fois qu'on a passé le tournant, n'est-ce pas? Moi, j'ai une formation paramédicale de base. Donc, j'étais dans le soin. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de compléter mes études avec cette théorie, avec des diplômes universitaires. Et au début, j'y allais un peu par hasard parce que j'avais une collègue qui m'avait dit que ça aidait bien pour notre travail. Et quand j'y suis allée, en fait, ça m'a mis tout de suite face à mon propre mode de fonctionnement. Et avec la possibilité de le comprendre. C'est-à-dire que comme beaucoup de soignants, moi j'avais beaucoup de possibilités de donner. Je comprenais assez rapidement les besoins des gens. C'était assez facile pour moi de me transformer pour répondre à ces besoins. Mais par contre, je me perdais et j'avais du mal à recevoir. Parce que recevoir, alors déjà demander de l'aide, pour moi c'était dangereux. J'avais vraiment un sentiment de danger quand je demandais de l'aide. Et quand quelqu'un voulait me donner de l'aide, j'avais tendance à partir en courant. Je trouvais ça louche. Ouais, il y avait forcément quelque chose derrière. Ouais. Hey, mais je me sens d'autant plus honorée de t'avoir accompagné dans ton processus, sachant ça aujourd'hui. Ouais. Hey, je te jure, j'ai une petite émotion qui monte là. Ouais. Ouais. L'avantage aussi, c'est que plus on comprend, enfin en tout cas moi, parce que je reste quand même assez, j'ai besoin de comprendre, tu vois, comment fonctionnent les choses. Oui. Et le fait de réussir à mettre des mots sur les raisons de mon comportement, parce que intellectuellement, je savais bien que demander de l'aide et en recevoir, c'était ok, c'était ce que je répétais tout le temps à toutes les personnes que j'accompagnais, tu vois. Mais pour moi, c'était plus difficile. Et en fait, comprendre que probablement dans ma toute petite enfance, malgré tout l'amour que j'ai pour mes parents, ils n'étaient pas du tout en capacité de répondre aux besoins d'un nourrisson. Et alors déjà, ça m'a permis de faire ce fameux pardon et de passer à autre chose. Oui. Parce que je leur en voulais beaucoup, quand même.
Et ensuite, ça m'a permis de me prendre en main et de me dire, bon, ok, maintenant ça c'est fait, c'est ton expérience, c'est ta base, mais maintenant tu as la responsabilité de continuer à suivre ce chemin ou pas. Voilà. Et, Aho! n'est-ce pas? Et ça change tout. C'est pas forcément simple, mais ça change tout. Ouais. Et de se dire, à chaque fois qu'il y a, par exemple, alors maintenant j'ai beaucoup plus de facilité à demander de l'aide. J'ai un peu encore, je sens des tiraillements quand une aide vient spontanément. Mais j'ai cette capacité de me dire, ok, en fait, tu vois, là, t'es pas habitué à ça et du coup, ça te fait peur. Mais essaye. Voilà. Crée des nouveaux paradigmes, comme on dit. Oui, oui. Ben moi, je t'ai vu de pousser des limites là, quand on s'est vu cette fois-là en Normandie, où on était vraiment mis au défi là. Ouais. Et je me rappelle, on en a parlé. Donc c'est une constante transformation, moi je pense. Et ce qui est chouette, c'est que c'est comme en randonnée, parce que je fais beaucoup de randonnées. Tu as le choix, tu as toujours le choix. Tu as le choix du chemin que tu veux prendre. Tu as ta carte devant toi. Tu sais où tu veux aller à peu près, et tu as le choix d'y aller ou pas. Tu as le choix de prendre le chemin long, le chemin moins long, celui qui monte, celui qui descend, prendre le bus, prendre la route, abandonner, changer. Et c'est toi qui es à la barre, quoi, parce que c'est ta vie. Tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre ça au centre de ton accompagnement? En fait, quel type de personne est-ce que tu peux accompagner avec ça? Quelles sont les répercussions? Là, je te pose 4 questions dans une question, là, mais tu as compris. Je suis comme trop emballée, là. Les types de personnes là, qui viennent, les adultes qui sont devenus comme ça, qui n'ont pas eu conscience, deviennent comment? Alors, je vais essayer de répondre aux 4 questions. Maintenant 5. Ça, c'est moi, ça. Alors, on peut accompagner beaucoup de gens. La seule condition, je dirais, c'est que ça soit des personnes qui soient volontaires dans le changement. Les personnes qui souhaitent avoir des recettes magiques, parce que en gros, c'est une recette toute faite, hein, mais une recette magique, c'est-à-dire que non seulement elle est toute faite, mais en plus elle fonctionne toute seule. Là, c'est pas moi qu'il faut aller voir. C'est pas cette théorie, c'est pas avec cette théorie qu'il faut fonctionner. Les personnes avec qui je travaille, donc moi j'ai choisi de cibler les thérapeutes parce que je trouve que, enfin alors déjà parce que dans la théorie de l'attachement, genre 80% des thérapeutes ont un attachement comme le mien, c'est-à-dire une personne qui est dans qui aime aider les gens et qui a tendance à s'oublier. Tout à fait. Tout à fait. La difficulté, c'est que dans tous les domaines, on a l'impression de savoir ce dont les gens veulent et on a l'impression de savoir comment aider les gens. Mais très souvent, c'est un miroir. Et il arrive fréquemment, j'en ai souvent rencontré, moi, des thérapeutes qui se soignaient à travers les personnes et qui, du coup, ne soignaient pas vraiment la personne. Alors déjà, on ne soigne personne, mais n'aidait pas vraiment la personne qui était venue les voir parce qu'elle-même était trop aveuglée par leur propre mode de fonctionnement. Et comment ça pourrait se présenter? Donne un exemple concret. Je vais donner un exemple très concret qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai trouvé ça, alors j'ai pas trop apprécié sur le moment, mais j'ai trouvé ça fabuleux après. Je suis allée faire un stage de danse libre. Oui. Et la personne qui animait ce stage n'allait pas bien du tout. Sauf que c'était important pour elle de faire ce stage parce que ça lui faisait se sentir bien. Donc elle a fait ce stage et pendant tout le stage, moi je me suis rendu compte qu'elle allait pas bien. Elle était très dirigiste. Elle supportait pas qu'on fasse pas comme elle avait dit. Elle dans de la danse. Oui, alors c'était danse libre. Elle a dirigé pendant tout le stage. Ah, voilà. Il y avait que de la musique douce parce qu'elle avait besoin de douceur. Alors que moi, au contraire, j'aurais préféré quelque chose qui bouge un peu ou au moins varié, tu vois. Quand il y avait quelqu'un qui exprimait une difficulté, elle pouvait pas l'entendre parce qu'elle-même était tellement en difficulté que c'était une surcharge supplémentaire. Elle pouvait pas le supporter, alors que le stage était là pour ça. Ouais. Ou alors c'est des gens qui viennent te dire, parce que ça j'en ai eu aussi beaucoup, qu'il fallait absolument que tu fasses telle chose, alors que toi ça ne te convenait pas. Ouais. Une fois, j'ai une dame en Reiki et la musique ne fonctionnait pas.
son lecteur ne fonctionnait pas. Et à la fin de la séance, elle me dit « Oh là là, je sais pas ce que vous avez fait et pourquoi vous mettiez autant de barrières, mais la musique, elle voulait pas fonctionner. » Et moi, c'était au début de mon parcours, donc j'étais un peu fragilisée aussi. Et je me disais « Ah oui, c'est vrai, mince, j'ai dû faire un truc qu'il faut pas. » Oui, tout à Et fait. en sortant, au bout de quelques jours, tu sais, quand je me suis un peu reprise, je me suis dit « Bah attends, je suis pas toute seule dans l'affaire. » Donc peut-être qu'il y avait... Je voulais juste danser, moi. Voilà, peut-être que j'y étais pour quelque chose, ça c'est sûr, mais on est deux. Oui. Donc, vous êtes trois. En fait, il y a toujours la vie. Rappelle-toi, la vie est aux commandes. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait forcément un peu de tout le monde, quoi. Ben, tout à fait. Ouais. Oui, merci. Merci d'exposer ça. Et quand on parle de discernement, qui est une des choses les plus importantes pour les femmes médecines, d'avoir le discernement, c'est ça, de dire ça me va, ça je le prends, ça c'est oui, ça c'est non, mais toujours y aller avec les ressentis. Et comme tu dis, d'être alerte aussi quand je vais faire des soins, parce que moi j'ai eu aussi des personnes qui sont venues me voir à la suite, par exemple, d'avoir été voir un médium qui leur disait vous allez mourir dans bientôt, tu vois. Les gens arrivaient chez moi complètement détruits là. Écoute ça, j'en ris parce que je veux pas pleurer, mais c'était comme tu dis de faire attention parce que les gens qui accompagnent sinon vont faire des projections, vont faire des peurs ou vont mettre des peurs dans les autres, des choses comme ça, ouais. Oui, j'irais dire peur ou pas peur. En fait, quand bien même ce serait de la joie, je trouve que c'est la même difficulté, c'est-à-dire que ça dépossède la personne. Et comment trouver les limites comme thérapeute? Alors, déjà, je pense que c'est très personnel. C'est beaucoup d'expérience. Et pour moi, j'ai besoin de beaucoup de théories. Donc, j'ai plusieurs théories qui m'aident à me raccrocher quand je sens que, par exemple, je plane un peu trop. Et ça, je sais que c'est moi qui en ai besoin. Il y a plein de personnes qui n'ont pas besoin de théorie et ça leur convient très bien et ils sont très ancrés, très alignés. Et voilà. Moi, je sais que quand les choses se déroulent, que ça soit trop bien entre guillemets ou trop difficilement, j'ai besoin de me raccrocher à la théorie. Et la théorie de l'attachement, pour ça, moi, m'a vraiment aidée parce que je trouve que ça nous ramène à notre responsabilité d'être humain. Ouais. En disant, oui, effectivement, ça, c'est ton histoire. Tu as commencé comme ça ou tu as fait comme ça. Mais maintenant, t'es différente. Maintenant, c'est plus la même. Maintenant, grâce à cette expérience-là, tu peux faire les choses différemment si elles se représentent. Parce que il y a une chose que j'adore dans la théorie de l'attachement qui dit nous faisons toujours de notre mieux au moment où la situation arrive. On fait toujours du mieux que l'on peut pour survivre. La théorie de l'attachement, c'est surtout autour de la survie, que ça soit la survie physique ou psychique. Et du coup, rejouer le film en se disant j'aurais dû, j'aurais pas dû, machin, bah, ça sert à rien parce qu'on n'est plus dans les mêmes circonstances. Ouais. Par contre, ça devient, tu peux la mettre dans ta trousse à outils, cette expérience. Vraiment. Pour t'en servir plus tard. Dis-moi, deux choses positives que vraiment pas, tu sais, je veux dire, c'est pas de la magie là, mais des changements, des transgressions, des transformations qui peuvent se produire après avoir fait un accompagnement qui a la théorie de l'attachement qui est au centre, au cœur comme intention précise là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Deux choses qui pourraient changer ma vie, là. Alors, ce qui pourrait changer ta vie, c'est ta relation aux autres. Par exemple, les relations qui se reproduisent, tu sais, les fameux en couple, je tombe toujours sur la même personne, ou avec ma mère, c'est toujours compliqué, ou au travail, j'ai toujours les mêmes patrons ou les mêmes collègues. Ou les mêmes clientes aussi, Ou les mêmes clients, ou ça finit toujours de la même manière, ou j'ai toujours des problèmes d'argent, ou bref. Ça, la théorie de l'attachement, ça peut aider là-dessus. Parce que typiquement, c'est notre inconscient qui rejoue ce que nous avons vécu dans la toute petite enfance, parce que c'est connu, et parce qu'il a appris que c'est comme ça qu'on survivait. Ouais. Voilà.
Donc, ça fait sens, ça fait sens. Donc, du moment où toi, tu utilises la théorie de l'attachement, il y a tout un déroulé. C'est vraiment d'aller utiliser, puis avec des étapes concrètes pour se sortir un peu de ça. Oui. Déjà, comprendre ce qui se passe. Et après, parce que comme tu dis, la vie, elle est magnifique, elle va nous mettre plein de petits exercices sur notre chemin. Oui. Et appliquer à chaque exercice que l'on remarque, et on en remarquera de plus en plus, plus on avancera dans le cheminement, plus on en remarque, plus on applique finalement du changement pour se dire, bon, ok, j'ai appris que l'argent, c'était pas bien et qu'il fallait pas parler d'argent à la maison parce que sinon, on allait être considérés comme des personnes arrivistes. Et puis en plus, dans le soin, franchement, on aide les gens qui sont dans le besoin, donc on ne fait pas payer. Ouais. Ou on reçoit pas d'argent. Ouais. Une fois qu'on a compris ça, on peut se dire, ok, je comprends, c'est une croyance familiale auquel je ne suis pas obligée d'adhérer, et pour autant, je ferai toujours partie de cette famille. Ouais. Encore une fois, c'est de rendre cette dualité en unité. C'est possible que ça soit une croyance, je l'ai eue, mais c'est aussi possible que j'arrête de l'avoir. Exactement. Et de comprendre que, parce que ça aussi, moi je trouve ça très rigolo, que en tant qu'être humain, nous sommes un peu comme des robots, quoi. On est programmé. Un peu ou beaucoup? Un peu beaucoup. Et que le programme, on peut le changer. Alors après, on est informaticien ou pas, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ça va plus ou moins vite. Oui. Mais il est possible. On peut apprendre. On peut apprendre. Et puis, ce qui est chouette quand on apprend, contrairement à, par exemple, quand on laisse ce pouvoir-là à d'autres, c'est que, peut-être qu'à un moment donné, je croyais que c'était ça que je voulais comme programme, mais finalement, je veux encore changer et maintenant, je sais comment faire. Exactement. Comme on achète des applications là pour notre téléphone et tout, là, puis des fois, moi, j'en efface. C'est la même chose. On peut faire la même chose avec nous. C'est ça. Et si je devais donner, du coup, un deuxième gros avantage aux théories de l'attachement, c'est la possibilité d'agir aussi autrement envers les autres. C'est-à-dire que le premier avantage, c'était pour nous, pour notre pomme tout le temps, et c'est très bien. Et la deuxième possibilité, c'est la manière dont on va agir avec les gens. Parce que faut pas se leurrer, hein, on reproduit ce qu'on a appris au niveau relationnel et on l'impose aux autres. Donc, moi, je le sens, je le vois de plus en plus là, en étant mère à mon tour. Il y a des trucs que j'observe, puis je fais comme quoi, ça sort d'où ça? Pour moi, d'avoir eu des enfants, ça a été, c'était le moment parfait dans mon cheminement. Le moment parfait, je te dis, comme là, d'arriver dans ma quarantaine, puis d'avoir à faire face aux choses que je reproduis et qui des fois me surprennent de moi. Ça me permet d'aller revisiter justement. Puis entre autres là, avec la théorie d'attachement, aujourd'hui j'ai encore eu des prises de conscience là, quand tu m'en parles. Mais c'est aussi avec le conjointe, avec les gens, comme tu dis, c'est partout, c'est au travail. Ouais. J'adore. Être plus tolérante, hein, tu m'avais nommé aussi. Oui. Et envers ça puis les autres. Être plus tolérant, parce que à mon sens, on a quand même besoin d'une bonne dose d'humour et de tolérance envers soi-même pour changer. Tout à fait. L'humour, autodérision, ça, je suis bonne là-dedans. Ouais. Et ça n'a même pas besoin d'être de l'autodérision, c'est de l'humour, de voir finalement cette pièce de théâtre qu'est la vie, qu'on prend tellement au sérieux. Oui, oui. Moi, j'aime l'autodérision parce que j'aime les mémés spirituels, j'aime tous les trucs qui sont un petit peu ironiques. Pour moi, c'est une thérapie, je te jure. Rire de quelque chose, mais pas dans la méchanceté, mais vraiment pousser les limites de quelque chose. Pour moi, ça m'allège tellement dans mon processus personnel là Puis comme tu dis, de pas se prendre au sérieux, t'étais là justement à la cérémonie cacao. Je me trouvais conne, puis je ris, puis je trouve ça drôle, puis je trouve que ça l'allège, puis ça rend la vie encore plus joyeuse. Vraiment. Mais tu vois, là, je rebondis et avec beaucoup de bienveillance. Oui. Tous ces petits mots, je me suis sentie conne. Pour moi, ça crispe. Ben oui, je le dis jamais en plus. Ben oui, parce que et là, pour moi, clairement, c'est du live.
C'est du live théorie de l'attachement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui allait différemment de ce que tu voulais. Et plutôt que de se dire, c'est fun, de la découverte, c'est nouveau, je vais apprendre quelque chose de nouveau, comme ça peut arriver dans certaines familles. Et ben, là, c'est le jugement, c'est, on va plus t'aimer, c'est pas pro, en gros, c'est de la dévalorisation, tu vois. Ben moi, je te dirais sur le moment, ce que je me suis dit, moi qui est si habituée à la technologie et qui est capable de faire des partages puis mettre de la musique et tout ça, aujourd'hui, mon cerveau, ça fonctionne pas. Puis j'ai essayé 3-4 fois et c'était beaucoup plus là-dedans, moi face à moi. C'était pas face au groupe, c'était vraiment moi face à moi. Mais oui, je m'auto-jugeais de dire, ben voyons, tu sais comment faire, pourquoi tu le fais pas, pourquoi ça marche pas, c'est quoi? C'est ça. Là, et tu te vois là, à la table de l'école, là, avec, tu l'as appris ta leçon de maths, là, pourtant. Pourquoi tu l'as pas? Voilà. Au moins, j'ai cette capacité après de me trouver drôle, de rire, voyons, pourquoi tu le sais. Mais c'est pas toujours comme ça, là. Des fois, je suis la pire maîtresse d'école avec moi-même. Tout à fait. Et ça me fait penser à un stage que j'ai fait il y a quelque temps, un stage de clown. Oui. Et il y avait un exercice que je garde en tête et que je partage parfois, qui est, tu prends une situation qui t'embête et pendant 10 minutes, tu vas au centre du groupe et tu le joues en mode clown. Et l'idée, c'est, au fur et à mesure, tu dois aller de plus en plus loin dans le dramatique. Et dans le dramatique, vraiment, pas dans le rire, hein, tu vois. L'idée, c'est pas de faire du clown qui rit, quoi. Et à un moment donné, tu vas loin, 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 et tu trouves ça tellement excessif que finalement, effectivement, t'en ris. Et du coup, ça doit tellement être bon, cet exercice-là. Ouais, mais je l'utilise encore dans les situations vraiment difficiles que j'arrive pas à dépasser, où je sens que je m'englue dans les choses. Ouais. Je passe en mode clown, et à un moment donné, on se dit, mais vraiment. Et ça fait rire. Et ça va mieux. Oui, mais ça doit pas être évident, par exemple, de pousser les limites sur le moment, ça doit quand même être difficile et très, très, très demandant. Moi, ce qui m'aide, c'est de le passer en mode clown. C'est-à-dire, je le fais pas en mode Luna ou Aurélie Luna ou Aurélie. Là, je le fais en mode clown. C'est-à-dire que je me transforme en clown. Toutes mes molécules sont des clowns. Parfait. Écoute, tu as tellement des beaux outils, tu as tellement des trucs qui peuvent vraiment aller apporter changement. Puis c'est toujours ça qu'on souhaite. Hein? On souhaite continuer de transgresser, puis d'avancer dans la vie, puis de continuer d'enlever ces masques-là. Puis c'est pas facile, puis c'est bien de trouver une personne qui va nous mettre dans un espace sécuritaire pour y arriver. Donc aujourd'hui, merci d'avoir partagé quelques morceaux de ça. Merci. Oui, vraiment. J'ai aimé ça, Luna, que tu prennes ce temps-là pour nous faire voir des choses, mais aussi, surtout, nous ouvrir la porte. Bien sûr, quand tu utilises cet outil-là et le clown et tous les autres outils que tu utilises, c'est toujours dans le but de mieux comprendre la manière dont on réagit avec les gens dans des situations de stress, mieux se connaître et tout ça. Donc, c'est le but de la vie, quoi. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous présenter tout ça. Oui, vraiment. Puis s'il y a des gens qui ont envie d'aller faire le travail avec toi, je pense que ça serait une très, très bonne idée, en tout cas, de te choisir avec ce côté que tu nommes comme étant plus rationnel ou je trouve que c'est encadrant, en tout cas. Ton approche est très, très bonne. J'aime vraiment ça. Merci. Merci à toi. Puis pour toutes celles ou ceux qui ont envie de faire appel à Luna, n'hésitez pas, parce que je l'ai connue en personne, puis c'est vraiment c'est source de transformation, ça c'est certain. Je te souhaite une belle journée, Luna, et puis merci encore. Merci à toi aussi, à tout le monde. Oui, merci. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.